Le choc est réel. On a des faillites d'entreprises en cascade. Et ça concerne toutes les entreprises, de la petite entreprise jusqu'au grand groupe. Tout le monde est en train de mettre la clé sous la porte et on peut dire merci au gouvernement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, on a des faillites en cascade. Pourquoi ? Eh bien parce que le gouvernement fait n'importe quoi avec l'économie, au moins depuis le Covid. En fait, depuis de plus nombreuses années, mais au moins depuis le Covid. Quand vous enfermez tout le monde et que vous empêchez les entreprises de vendre ou même de fonctionner, fatalement, ça fait des chocs qui sont fatals, même si pendant quelques mois, quelques années, vous arrivez à les soutenir en leur donnant de l'argent, en les maintenant à l'état de zombies, eh bien, il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Autre raison, parce que quand vous faites n'importe quoi avec l'énergie, avec l'électricité, et là c'est 100% la responsabilité du gouvernement, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Quand vous faites n'importe quoi avec l'électricité, eh bien vous avez des petits artisans comme des boulangers, ou alors vous avez des entreprises de taille moyenne comme par exemple William Sorin qui fait des boîtes de conserve et qui consomment énormément d'énergie, ou des entreprises plus grandes comme les Cristal d'Arc par exemple qui font des verres, qui ne peuvent pas s'en sortir avec les prix de l'énergie qu'on a actuellement, prix de l'électricité pour lequel le gouvernement est responsable à 100%. Et puis enfin, eh bien, quand vous faites n'importe quoi avec l'immobilier, par exemple, avec ces histoires de DPE, avec le zéro artificialisation des sols, eh bien, fatalement, vous donnez des chocs gigantesques au secteur de l'immobilier qui s'écroule lui-même petit à petit. Bref. On est en train de payer des années de bêtises. On les paye maintenant parce que l'État n'a plus les moyens de soutenir des entreprises à bout de bras. Il n'arrive plus à financer ses propres bêtises, un peu comme à la fin de l'URSS, quand l'URSS, l'État ne pouvait plus financer ses propres bêtises et a disparu. Eh bien, on en est un peu là, évidemment, à une autre échelle, mais l'État n'a plus les moyens de financer ses bêtises. Les intérêts de la dette, ce que l'on paye, parce qu'on est d'accord que le capital on ne le remboursera pas, mais les intérêts de la dette, on les paye. Les intérêts de la dette représentent maintenant le deuxième budget de l'État, juste après l'armée, additionné à la justice, et représentera demain le premier budget de l'État. On ne peut pas continuer comme ça. L'État commence à en prendre conscience. Du coup, il lâche les entreprises et vous avez des faillites en cascade. On va regarder ça ensemble pour savoir un peu mieux de quoi on parle. Faillite, les entreprises tombent comme des mouches. Les faillites d'entreprises ne cessent de s'accélérer. La période estivale a été propice aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire selon le cabinet Alteres. Un niveau de faillite pas vu depuis 2010. Depuis l'été, la France recense, 2010, je vous rappelle, on était juste après les subprimes. Depuis l'été, la France recense plus de 10 979 procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Les chiffres vont de juillet à septembre. Un chiffre du cabinet spécialisé Altares. Plusieurs pistes sont mises en avant. La principale, un effet boomerang. En effet, après avoir été protégés par l'État lors de la crise sanitaire, pas protégés par l'État, je refuse ce terme. L'État les a détruites en leur interdisant de travailler. Je donne souvent le cas de la brasserie à côté de chez mon père. Une petite brasserie qui marchait depuis des années, des dizaines d'années. Une brasserie qui marchait correctement avec un afflux de touristes notamment. Et puis, vous avez eu les gilets jaunes. La partie extrême gauche des gilets jaunes. Vous savez, ceux qui, tous les samedis, allaient péter des vitrines à Paris. À ce moment-là, le gouvernement, tous les samedis, a demandé à ces gens de fermer. Une brasserie le samedi, c'est son plus gros chiffre d'affaires. On l'a fait fermer tous les samedis pendant plusieurs mois. Ça a été une catastrophe. Bon, elle se relève, elle s'en remet, Covid. On la ferme d'autorité plusieurs mois dans l'année.
cette brasserie ne s'est jamais réouverte. Je refuse de dire que l'État les a soutenus. C'est pas vrai, c'est l'État qui les a mis dans cela. Si l'État avait fait ce qu'il fallait pour éviter que l'extrême gauche aille péter des vitrines pendant les Gilets jaunes, eh bien, ces gens auraient pu continuer à travailler. Si l'État n'avait pas fermé pendant le Covid, ces gens auraient pu continuer à travailler. Et ils auraient fonctionné. Donc l'État, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des centaines de milliards qu'il va prendre dans nos poches maintenant pour les rembourser. Il a mis des centaines de milliards pour éponger ces bêtises. Il ne les a pas aidés. Il a fait des bêtises avec elle, il a fait n'importe quoi, il a mis des centaines de milliards pour éponger ces bêtises. Ce n'est pas la même chose. Donc après avoir été protégé par l'État, non. Lors de la crise sanitaire, nombre d'entreprises voient aujourd'hui leurs aides disparaître. Ainsi, elles s'exposent à des vents économiques plus rudes. Toutes les entreprises zombies, toutes celles qui auraient dû mourir, vont mourir maintenant. C'est triste, hein, parce qu'honnêtement, elles n'auraient pas... Si l'État, comme la brasserie à côté de chez mon père, si l'État avait joué son rôle et n'avait pas fait n'importe quoi, ces entreprises auraient continué. Mais après de tels dégâts, elles ont des trous de trésorerie tellement énormes qu'elles se retrouvent à l'état d'entreprises zombies. Et dès que la perfusion de l'État lâche, c'est terminé. Elles font faillite immédiatement. Et c'est ça que l'on vit actuellement. Donc vous allez avoir toutes les entreprises zombies qui auraient été peut-être de bonnes entreprises si l'État avait fait son devoir. Vous avez toutes ces entreprises zombies qui sont en train de tomber les unes après les autres. La Banque de France, quant à elle, reste sereine. Elle est toujours sereine, la Banque de France. Quoi qu'il arrive, elle trouve que tout va bien. Pour elle, cette augmentation est un simple rattrapage post-Covid. Pourtant, le regard doit se poser sur les détails, notamment sur les PME et les ETI. Presque 11 000 défaillances récentes. 900 concernent ces structures plus grandes, donc les PME et les ETI. Donc les entreprises de plus de 50 et les entreprises de plus de 250 salariés. De fait, il s'agit d'une situation alarmante, car ces entreprises, bien que ne représentant que 8,2% des défaillances, englobent 58% des emplois menacés. C'est très inquiétant que ce soit des entreprises de toute taille qui soient en train de tomber. C'est très inquiétant, quoi qu'on dise. Même si la Banque de France est sereine, parce que la Banque de France est toujours sereine, quoi qu'il arrive, bon, je ne sais pas, ça va être un truc de banquier central, mais bien que la Banque de France soit sereine, parce qu'elle est toujours sereine, moi je trouve ça inquiétant, parce que vous allez voir que le chômage va augmenter, fatalement. L'activité économique va diminuer, la croissance va diminuer. D'ailleurs, la Banque de France dit moins 1% de croissance. Si la croissance diminue alors que la population augmente, ce qui est le cas ne serait-ce qu'avec l'immigration, si la croissance diminue alors que la consommation, le nombre de personnes augmente, ça veut dire qu'on a tous un peu moins d'argent dans nos poches. Fatalement. Eh bien, je ne crois pas que ce soit une bonne nouvelle. Contrairement à ce que dit la Banque de France, je n'ai pas l'impression que ce soit une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Le secteur du bâtiment en souffrance. Deux secteurs souffrent particulièrement. Pour réexpliquer, je ne sais pas si tout le monde a bien compris sur mon histoire sur la croissance n'est pas très forte, la population augmente. Si vous avez une croissance inférieure à 1% et une population qui augmente de plus de 1%, mettons de 2%, ben ça veut dire que le nombre de gens en France augmente plus vite que la richesse en France. Si le nombre de personnes en France augmente plus vite que la richesse en France, ben ça fait qu'il y a moins de richesse pour tout le monde. Donc, si on a moins de richesse pour tout le monde, ça veut dire que tout le monde s'appauvrit. Deux secteurs souffrent particulièrement de la conjoncture, le bâtiment et le commerce. Et ça, c'est deux choses que l'on doit, alors là, pour le coup, à 100% à notre État. Merci l'État, vous allez voir. Le premier représente à lui seul un quart des faillites et suivi de plein feu la crise du logement. Nous sommes en vigilance, a réagi sur France Info le 18 octobre Jean-Christophe Repon, président de la Fédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB. Il y a une activité à moins 1%, ce
qui n'est pas très grave. Pour le troisième trimestre 2023, indique-t-il. Par exemple, la construction de logements neufs est en recul de 3%. Le président de la CAPEB assure avoir fait des propositions fortes au gouvernement pour que les TPE, les très petites entreprises de l'artisanat et du bâtiment, puissent accéder à des marchés comme celui de la rénovation énergétique et ainsi éviter des défaillances d'entreprises et des destructions d'emplois dans un avenir proche, notamment en 2024. Alors, sur la construction, le nombre de faillites accélère. Hein, on va être clair. Les agents immobiliers, c'est plus 80% de faillites. Les agents immobiliers, c'est plus 80% de faillites. Les promoteurs immobiliers, ceux qui construisent vos trucs, on est à plus 40%, je crois, de faillites. Donc on a une explosion des faillites dans ces domaines. Pourquoi le bâtiment a des problèmes actuellement? Il y a, c'est vrai, la hausse des taux d'intérêt. La hausse des taux d'intérêt qui fait que vous ne pouvez pas emprunter pour acheter. La hausse des taux d'intérêt, c'est dû au gouvernement qui a dépensé de l'argent absolument n'importe comment, et donc qui a créé de l'inflation, à la BCE, qui, elle, a créé du papier avec du 0% d'intérêt, qui crée de l'inflation. Des choses qui sont hyper connues, hyper connues. Vous avez de l'inflation, on a très peur pour la consommation, on voit que la population commence à s'énerver sur ses courses. À ce moment-là, automatiquement, la Banque centrale est obligée d'augmenter les taux, elle les augmente rapidement, et forcément, ça crée un gros problème avec l'immobilier. Vous rajoutez à ça deux autres gros problèmes sur l'immobilier, le zéro artificialisation des sols, qui empêche de construire, et les fameux DPE, qui créent une crise du logement. À eux seuls, peut-être pas, mais en grande partie. Hein, juste les logements avec un mauvais DPE, c'est 17% des logements principaux, c'est 27% des logements secondaires et des appartements secondaires. Et je crois que ça représente en tout une vingtaine de pourcents des logements loués en location. Donc vous avez un nombre très important de logements en location qui disparaissent petit à petit. Ces logements, on les retrouve à l'achat. Le problème, du coup, comme ils sont très nombreux à arriver à l'achat, les prix de l'immobilier s'effondrent automatiquement. Surtout que vous avez de moins en moins d'acheteurs. Autre problème que l'on trouve, vous avez 140 000 logements, 140 000, que l'on n'a plus le droit de louer depuis janvier. 140 000 logements, c'est gigantesque. Donc fatalement, ça crée des vrais troubles dans l'immobilier et l'État est en grande partie responsable des troubles que l'on a dans l'immobilier. Il n'y a pas que lui, on est d'accord, mais il est en grande partie responsable des troubles que l'on a dans l'immobilier. La consommation peut vite repartir, estime le cabinet Altares. Le secteur du commerce souffre, lui, d'une consommation des ménages qui a baissé au fur et à mesure que les prix montaient. Il y avait de l'inflation, les gens achetaient moins. On avait Bruno Le Maire qui au début nous disait non, il n'y a pas d'inflation, puis après qui nous a dit oui, il y a de l'inflation, mais ça va s'arrêter à l'été 2022. Puis ça a continué, oui, mais ça va s'arrêter en décembre 2022. Puis ça a continué, donc il a dit non, mais ça va s'arrêter en mars 2023. Puis ça va s'arrêter en juin 2023. Puis ça va s'arrêter en septembre 2023. On a toujours une hausse de l'inflation, une hausse des prix. L'inflation a un petit peu baissé depuis septembre, mais un petit peu, c'est tout. Pas énormément. Donc les gens consomment moins et il y a beaucoup d'études dont j'ai pu parler ici qui montrent que les gens consomment moins et qu'on a donc une déconsommation dans les supermarchés. Le résultat, c'est que je voulais pas être négatif, mais les fabricants de soupe, sans vouloir être négatif, tous ceux qui fabriquent de la nourriture, se retrouvent en difficulté. Le bâtiment n'est cependant pas le seul secteur touché par la crise du logement. C'est amusant de passer de la consommation au bâtiment. Les agences immobilières, donc j'en ai parlé. Et donc Altares s'attend à 800 faillites d'agences immobilières. Bon.
En revanche, donc, il se montre. Alors pourquoi tout d'un coup il nous a parlé de la consommation milieu étrange. Bon, enfin peu importe. En revanche, il se montre moins alarmiste à propos des enseignes d'habillement. T'as raison, mon colon. Ils sont tous en train de fermer les unes après les autres. Vous avez toutes les grandes enseignes que vous connaissez qui font faillite les unes après les autres. T'as raison de ne pas être inquiet. Ils ont peut-être déjà tous fait faillite. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas inquiet. Mais j'ai pu, je crois, faire une vidéo là-dessus aussi. En septembre, ça a été catastrophique dans l'habillement. Donc moi, je serais un petit peu inquiet sur l'habillement. D'équipement du foyer ou encore des cafés et des restaurants. Le cabinet estime même que la consommation peut repartir aussi vite qu'elle a chuté. Tout secteur confondu, Altares prévoit 55 000 défaillances d'entreprises pour 2023, un chiffre dans la moyenne des 20 dernières années. Bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que les faillites vont aller en s'accélérant. Elles vont aller en s'accélérant tout simplement parce que l'État a stoppé les aides. Vous avez les prêts garantis par l'État sur lesquels il va falloir commencer à rembourser. Beaucoup d'entreprises sont encore fragiles. Elles vont avoir du mal à rembourser. Elles vont se mettre en faillite. Vous avez l'immobilier qui va extrêmement mal et ça va probablement aller mal encore jusqu'à la moitié de l'année 2024. Donc vous allez continuer à avoir des faillites dans l'immobilier qui vont être très importantes. Vous avez l'automobile, là c'est du plus long terme, mais qui va se retrouver vraiment en difficulté parce que l'automobile électrique réclame 2 fois moins de main-d'œuvre que l'automobile thermique. Et du coup, eh bien, comme on est en train de switcher d'ici 2035 à l'automobile électrique, eh bien, vous allez avoir de moins en moins d'entreprises, de moins en moins de jobs créés dans le thermique. Et puis les jobs vont commencer à disparaître aussi dans le thermique. Donc, je pense, moi, qu'on est plutôt dans des difficultés qui commencent et des faillites qui vont augmenter dans les mois qui viennent. Pas sur les 10 prochaines années, sauf si quelqu'un fait des bêtises. Mais dans les mois qui viennent, on va continuer à avoir des faillites augmenter, à mon avis. Le chômage va augmenter en 2023 et 2024. Ça me paraît assez clair si le nombre de faillites augmente. Et tout ce que l'on peut espérer maintenant, c'est que le gouvernement arrête ces bêtises, et que l'on puisse stabiliser les prix de l'électricité. Ça en prend le chemin. Il y a eu un accord entre les Français et les Allemands, donc j'espère que ça va fonctionner. Donc qu'on arrive à stabiliser les prix de l'électricité, à les faire baisser, et qu'à partir de là, on arrive à relancer un peu l'économie. Pour l'immobilier, malheureusement, comme je vous le disais, jusqu'à mi-2024, je ne suis pas du tout optimiste. Mais encore une fois, je peux me tromper. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que on est tout simplement en train de payer des années d'erreurs et de catastrophes économiques? Il n'y a pas de repas gratuits, donc on les paye maintenant, qu'on va encore se manger ce genre de problème au moins jusqu'à premier semestre 2024, donc encore plusieurs mois où on va se manger ce genre de problème. Ou est-ce que vous pensez que non, que vous êtes plutôt optimiste comme le cabinet Altares en disant non, ça y est, là on a vu le plus dur et on va repartir? Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi si votre entreprise est concernée, si vous avez aussi une entreprise qui est en grande difficulté, que vous soyez salarié ou patron de cette entreprise. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.